Je suis ravi de voir autant de monde dans cette salle pour un sujet qui est passionnant. Le juridique, c'est pas automatique. Alors, juste pour me présenter très brièvement, je suis avocat. C'est pas très grave, ça ne se transmet pas a priori. Je suis spécialisé en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies et je suis associé d'une AARPI, et je mets des mots comme ça un peu barbares, qui est en gros une association d'avocats qui est le cabinet Lexon Avocats. Et on a des bureaux à Paris, Aix-en-Provence, Cannes et Toulouse. Donc vous aurez remarqué, on aime bien la province autant que Paris, mais c'est parce que Paris, il fallait y être. Je suis également, depuis un certain nombre d'années, arbitre en matière de nom de domaine ainsi qu'en propriété intellectuelle, même arbitre et médiateur. On ne sait jamais, il y a des solutions qui se trouvent toujours de manière assez aisée entre deux personnes qui se tapent dessus. Voilà très brièvement ce que je peux vous dire sur ma petite personne. Ce que j'ai eu comme tâche à accomplir aujourd'hui, c'est un titre qui m'a, je ne peux pas vous dire inspiré, parce que ce n'était pas très compliqué, puisque techniquement, le juridique, ce n'est pas automatique. Ça laisserait supposer qu'on ne doit pas tout le temps y penser, ou il ne doit jamais venir. Mais je vais vous montrer qu'en fait, le juridique, c'est ludique. Oui, ne riez pas, c'est vrai, ça peut être ludique. Bon, ça fait une vingtaine d'années que je m'amuse, donc il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas s'amuser avec. Ce qui est aussi, et si ça ne vous embête pas, n'hésitez pas à intervenir, parce que ça peut rendre, de rebondir sur certains sujets. Je n'y vois aucun inconvénient. Et j'ai prévu aussi qu'il y ait un temps de questions, si je n'ai pas réussi à vous convaincre que le juridique était ludique. Alors, ce qui est toujours problématique dès qu'on parle du droit, du juridique, c'est empêcheur de tourner en rond, ça bloque tout. Ça nous empêche de faire du business. On est toujours dans une situation d'une sorte de carcan. Alors il est vrai que j'ai peut-être une approche qui est peut-être différente, qui n'est pas forcément politiquement correcte. Je suis désolé de le dire, alors j'espère qu'on n'aura pas trop de diffusion de l'information. Pour deux raisons. La première, c'est, je pense simplement mon caractère, de voir que c'est pas parce qu'il y a un cube que ça ne peut pas devenir un rond. Et j'ai toujours vu, moi, le droit comme de la pâte à modeler plutôt que quelque chose d'extrêmement rigide. Et la deuxième chose, c'est qu'ayant fait une grande partie de mes études universitaires en Angleterre, j'ai aussi une approche qui est un peu différente de la perception, j'allais dire, du droit civil ou du droit européen tel qu'on le connaît, très codifié, ce qui permet aussi de percevoir les choses de manière un peu différente. Ce qui me permet aussi de dire qu'on a toujours vu dans le juridique, ou en tout cas c'est ce que je perçois chez bon nombre de clients, ou alors de discussions, ne serait-ce que même sur le trottoir tout à l'heure, c'est les légendes urbaines sur le droit. Il y a des millions d'histoires qui circulent expliquant que je peux m'en sortir parce que X. En fait, il suffit de reprendre les textes, reprendre le code, reprendre la jurisprudence ou les écrits pour pouvoir se poser la question de savoir si effectivement je peux m'en sortir ou pas, ou quels sont mes risques. Et c'est plus une perception, j'allais dire économique ou business du droit, que je vais avoir à l'esprit. Et il y a un troisième point, c'est ce que j'appelle la communication par la peur. Et je vais aussi essayer de vous montrer que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors effectivement, sur du one-shot, on va y arriver. On va avoir réaliser une vente, réaliser une captation d'un client, mais en réalité on l'a trompé, ce qui fait que ce client lui-même se sent floué, et en étant floué, forcément derrière va commencer à pinailler, et c'est là où évidemment le juridique sera non seulement automatique, mais pourra être un petit peu compliqué. Alors je vais vous parler d'un de mes premiers, l'une de mes maîtresses, qui est le RGPD. Alors, je l'appelle mon amour parce que je crois que ça a été ces dernières années l'un des exemples le plus flagrant des trois points que je viens d'évoquer dans la présentation et dans les propos introductifs. Alors, juste, je vais rappeler, alors je ne suis pas ici pour faire un cours sur le RGPD. Déjà 20 minutes, non, en fait, en 5, on y arriverait. Qu'est-ce qu'on a dedans? Dans le RGPD, ce qu'on doit percevoir, c'est un principe d'une collecte de données qui soit loyale et licite. Ah ouais, c'est juridique comme terme. Alors, loyal, je ne t'ai pas arnaqué quand je t'ai les piqué.
Et en l'occurrence, je ne te l'ai pas piqué, tu as été d'accord de me la donner. Donc à partir de là, je t'ai expliqué pourquoi, et je l'ai fait de manière licite, c'est-à-dire que je ne suis pas venu avec un couteau, et je l'ai présenté à ta gorge en disant tu donnes ou tu donnes. Non, moi, il n'y a pas de souci, je le fais. Ensuite, c'est de se poser la question, quel type de données je vais récupérer? Est-ce que ce sont des données sensibles? Est-ce que ce sont des données courantes? Est-ce que c'est simplement un nom, un prénom? Ou est-ce que c'est êtes-vous porteur d'un virus quelconque? Nous ne sommes pas dans le même élément de données, ou en tout cas de qualification de données. Ce qui va générer forcément une sorte de réflexe, j'allais dire presque pavlovien, c'est j'ai une donnée courante, bon, a priori j'ai pas de grande difficulté, j'ai une donnée sensible, il faut que je prévoie un certain nombre de choses. Dans cet esprit-là aussi, c'est de déterminer la finalité de pourquoi j'ai collecté la donnée. Je veux un nom, un prénom, une adresse email, simplement pour envoyer un email en mettant cher monsieur ou chère madame ou cher non genré, puisqu'il faut être exhaustif, X ou Y. Et c'est logique, on veut être courtois quand on écrit un email. Donc c'est normal d'avoir cette donnée-là, c'est normal d'avoir l'adresse email. Maintenant, j'ai dit à la personne, je vais prendre ton nom, ton prénom, ton adresse email pour t'envoyer une newsletter. Mais j'en profite pour donner cette base de données à quelqu'un d'autre qui va envoyer une newsletter d'autre chose. Ma collecte, elle a été quelque part loyale et licite, mais pas vraiment loyale, puisque soit j'ai dévié en disant, tiens, je vais la filer à quelqu'un d'autre, enfin la revendre, mais l'utilisateur n'a pas donné son accord initialement. Donc c'est de bien anticiper, de bien réfléchir sur ce principe de finalité. Si on combine les deux, c'est qu'est-ce que je collecte, pourquoi je le collecte. Donc là, on a un cadre qui est relativement simple. Il suffit simplement en amont de se poser la bonne question et de savoir tout ce que je vais faire et ne pas faire quelque chose que je n'ai pas anticipé. L'idée là-dedans, c'est le respect du droit des personnes. En fait, on est tous bien d'accord qu'on est content de prendre des données des autres pour les utiliser, les exploiter et faire du business quel qu'il soit. En revanche, on est un peu plus gêné quand on commence à recevoir des mails de on ne sait pas qui a nos coordonnées. Et puis, allons jusqu'au bout. Si on laisse faire et si on laisse cette porte ouverte, ça veut dire que n'importe qui pourrait collecter n'importe quoi, et j'irais alors ce serait de la mass data, pas du big data, mais de la mass data d'une personne. Ce qui veut dire que vous arrivez, vous montez les marches de l'escalier et on vous propose un café serré, sucré, un café allongé avec une pointe de lait non sucrée, etc., pour ce qu'on va appeler, ou ce que vous appellerez, l'expérience utilisateur. Mais on a peut-être envie soi-même d'avoir un choix. Peut-être que ce matin, j'ai envie d'un allongé avec une pointe de lait. Je veux conserver mon libre arbitre. Donc si vous le prenez dans ce sens-là, on peut comprendre la philosophie de dire qu'il faut protéger les personnes de cet excès et de ce risque de se retrouver quelque part emprisonné dans son propre soi qu'on se serait créé. Qui n'a jamais essayé de faire un profil qui serait par définition faux, de balancer un paquet de données dedans, complètement erroné, pour voir quel est le résultat? Même je trouve ça très drôle parfois. Ouais, je crois que j'aime bien le faire aussi. Ensuite, de voir en revenant plutôt sur le texte du RGPD, on est dans un système où on va protéger européens, ou en tout cas le territoire de l'Union européenne, donc ce qui va inclure aussi les Européens hors territoire, dès lors qu'il y a un lien avec l'Union européenne, ce qui fait qu'en fait, en réalité, on couvre le monde entier. C'est la société chinoise ou américaine qui fait une transaction avec un Européen, le RGPD s'applique, et inversement, une société européenne, même étrangère, mais installée en Europe, qui va commercer à l'étranger, se retrouve sous le coup du RGPD. Donc cette notion de s'assurer des transferts de données entre les pays. Enfin, principe de sécurité des traitements, j'allais dire quelque part, j'enfonce une porte ouverte. Est-ce que vous mettez des mots de passe du type Toto31? Est-ce que vous mettez pas de pare-feu? Est-ce que vous laissez vos ordinateurs et la salle blanche ouverte? Non, parce que vous avez un minimum de sécurité. Et je dirais même allons plus loin. Est-ce que vous laissez votre voiture ou votre moto dehors, sans cadenas, avec les clés dessus? Puis à la rigueur, autant laisser la carte grise, je veux dire, ça réglerait le problème. Donc on voit bien que ce sont des réflexes que l'on a tous, d'une manière ou d'une autre, de protéger, ou de protéger son actif,
puisque la donnée qu'on va avoir et le traitement qu'on va en faire, c'est un actif de l'entreprise qui va le faire fructifier. Alors, le RGPD est arrivé en 1918, mais si on repense à 78, est-ce qu'on avait une simple rime? Alors pourquoi 78? Je pense que ça a dû sonner dans votre esprit. C'était la loi informatique et liberté. Donc 40 ans qui se sont passés. Mais en fait, le RGPD, il n'a rien fait. Hein. Il a simplement, enfin je dis simplement, il y a eu une évolution effectivement technologique, mais le principe même de la protection de la donnée à caractère personnel, elle était déjà présente en 78, alors que l'ordinateur n'était pas franchement des plus développés, mais on avait déjà de la collecte de données. Et on se posait déjà la question. Alors si on prend historiquement, c'est simplement parce que le gouvernement français voulait mettre en place un système de collecte de toutes les données de tous les citoyens et d'en faire un fichier unique qui s'appelait Safari, donc rien à voir avec le navigateur Mac, mais il ne me redemandez pas l'acronyme à quoi il correspond, mais système automatisé de fichiers de je ne sais pas trop quoi. L'idée étant vraiment que l'État ait accès à une base de données reprenant toutes les informations concernant chacun des citoyens français. En 1974, c'est sorti, puis la loi de 1978. Donc on voit bien que cette notion de données avait déjà une certaine utilité, mais le risque, et si je reviens sur la notion de protection des personnes, c'était justement d'éviter que quelqu'un de mal intentionné ait accès à cette base de données. Et c'était bien tout l'enjeu en 1974, et qui, avec l'évolution technologique, s'est un peu plus répandu. Mais si on fait un parallèle peut-être un peu excessif, mais le parallèle entre ce que Google, Facebook et autres réseaux sociaux font ou faisaient, ou font toujours, de collecter de la donnée, on voit bien que c'était l'intérêt justement de protéger ces personnes. Alors, n'oublions pas une chose, on ne parle que des personnes physiques. Donc dès lors qu'on parle d'une société, qu'on parle d'une association, de n'importe quoi, on n'est pas concerné par le RGPD. On n'est concerné que lorsqu'on parle d'une personne physique. Alors j'insiste dessus, mais c'est que souvent, et on le voit notamment dans les bases de données WIS pour les noms de domaine, on anonymise tout parce que c'est mieux. Au moins on est sûr de ne pas se planter. Ah oui, bah, vu comme ça, c'est un principe qu'on peut appliquer. D'un autre côté, ça génère d'autres problématiques. Vous allez voir les décisions de jurisprudence aujourd'hui, elles sont toutes anonymisées. Donc en fait, si on veut faire une recherche pour savoir si quelqu'un a déjà été condamné, si une société a eu un problème ou je ne sais quoi, ou simplement être informé de quelque chose, on ne peut jamais le retrouver. Allez voir si ça vous intéresse ou vous amuse, de regarder les décisions rendues par l'OMPI ou la FNIC en matière de nom de domaine en process par l'expert. Vous faites une recherche sur des noms, parce que ça peut être intéressant, donc je ne sais pas, moi, comme Emmanuel Macron par exemple, vous n'allez pas retrouver la décision. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est référencée sous prénom-nom.fr. Alors, oui, c'est une personne physique, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une personne publique dont le nom devrait forcément apparaître? Puisque s'il y a eu un conflit, on devrait normalement être informé de la chose, ou en tout cas celui qui en a besoin de retrouver, pour faire un raisonnement à Paris. Si demain j'avais un jean-luc-mélenchon.fr, est-ce que juridiquement je peux pouvoir asseoir ma requête sur des décisions antérieures? Alors après, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va retrouver, puisqu'on est bien obligé de citer le nom de domaine qui est concerné. Donc si c'est nom-prénom et que le nom de domaine c'est nom-prénom, je vais avoir mon prénom dans la décision. Donc il y a un moment où on arrive un peu dans des systèmes qui sont un peu bizarres, ou en tout cas des solutions peu logiques en soi, en tout cas intellectuellement. Alors maintenant, le RGPD, qu'est-ce que c'était? En 2015-16, juste avant qu'il soit publié, on commençait déjà à entendre, attention, c'est 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Ça va vous coûter cher si vous n'êtes pas compliant. Oui, donc il faut faire quelque chose. Oui, ok, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir cette notion cette crainte d'être sanctionné? Alors c'est un peu l'effet des radars sur les autoroutes ou sur les routes, l'effet pompe à fric, pour dire les choses un peu clairement et crûment. Alors qu'en réalité, il y a une règle. C'est 130 sur autoroute, et on ne roule pas à 140.
Si on... Bon, 135 moins 5, ça fait 130, c'est bon. Donc on peut aller jusqu'à 135, 136. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui hésitent. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est sur la peur du gendarme. Alors qu'en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est vraiment ce RGPD? C'est juste prendre, bon, j'exagère, ok, quelques minutes. On peut accepter quelques heures. Mais c'est pour éviter des mois de perdus derrière. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si je dis, bon ben voilà, mon projet, c'est de collecter nom, prénom, adresse email. Je fais du simple. Il faut quoi? Que j'informe l'utilisateur, personne physique, que je souhaiterais avoir ces données-là. Et je lui explique aussi pourquoi je les veux. Donc, j'ai prévu mes deux questions, je les lui pose, et je récupère la donnée, et je fais ce que je veux après, en restant dans le cadre que j'ai posé. Il a dit OK. Maintenant, vous ne le faites pas. Ben, il y a peut-être un qui va venir vous assigner. Vous allez peut-être passer un peu de temps soit à négocier quelque chose, soit devant un tribunal, à prendre un avocat. Vous imaginez à quel point ça peut être pénible. D'avoir tout le temps cette histoire, il y a une audience, il y a eu un report d'audience, il faut faire les conclusions, est-ce que vous pouvez m'apporter des preuves, est-ce que vous pouvez m'apporter des documents, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça? Honnêtement, personnellement, ça m'embête de harceler le client pour obtenir ces informations. Tout ça pourquoi? Parce que s'il s'était posé la question en amont de se dire, voilà, j'ai l'intention de faire ça, de récupérer ces données-là, ben, il n'y aurait jamais eu de problème. Donc de dire, et je rebondirai là sur le titre, le juridique, c'est pas automatique. Oui, certes, mais après, c'est quoi? Quand vous apprenez à faire du vélo, ben, on vous dit il faut appuyer sur la pédale de gauche, la pédale de droite, et puis ensuite vous enclenchez, et ça roule. Et si on se met comme ça, ben, vous mettez ça pour tous les sujets, alors effectivement, je parlais de quelques minutes, je suis sur les newsletters, vous avez un gros projet parce que vous gérez, je ne sais pas moi, une application que vous allez installer sur des véhicules pour de location à distance ou de l'autopartage et que vous avez un système de connect qui va récupérer les données, la carte bancaire, les données de permis, etc., etc., ben, vous avez collecté de la donnée qui est en partie sensible. La personne, ben, elle veut l'utiliser, donc effectivement, quelque part, elle est un peu coincée. Si elle veut utiliser, elle va forcément dire oui. Mais c'est pas parce qu'elle elle a consenti, j'ai pas de souci, le consentement ne sera pas vicié. Mais ça veut dire que vous, derrière, si vous avez dit j'aurai toutes ces données-là, il y a une partie que je dois particulièrement sécuriser parce que c'est de la donnée sensible, par exemple les numéros de permis de conduire ou les numéros de sécu et autres, je vais avoir aussi un engagement comme quoi je ne redonne pas les données que j'ai collectées. Ou je peux dire je les donne. Si l'utilisateur est d'accord, ce sera de la concurrence. Une société d'autopartage qui dit moi je file toutes les données à tout le monde, ouais, bon ok, et l'autre qui dit non je ne le fais pas, bah, peut-être que l'utilisateur fera le choix entre ces deux concurrents de celui qui donne le moins, ou à la rigueur il s'en fiche parce que je préfère tout donner, parce que ça me coûtera moins cher. Mais il a fait un choix, enfin l'utilisateur a fait un choix éclairé. Et vous, vous êtes tranquille, puisqu'en fait, vous avez fait tout. Ben, j'allais dire, c'est une gestion de projet. Je déroule tout ce que je veux faire. Et une fois que c'est fait, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc vous voyez qu'en réalité, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la communication par la peur, moi, me gêne en tant que tel. Je comprends l'approche. Mais ça rend tout de suite le droit pénible, alors qu'en réalité, le RGPD n'empêche rien. Je dirais même plus ou pire, c'est qu'il autorise tout. Il suffit simplement, si je peux le dire comme ça, de dire ce que je veux faire et comment je le fais. Et à partir de là, si la personne en face est d'accord, ça roule tout seul. Donc voilà le petit commentaire sur... petit commentaire. Ce que j'allais dire sur mon amour, ma première maîtresse. Ma deuxième maîtresse, sans transition, sont les conditions générales de vente ou d'utilisation et les mentions légales. Alors, je suis certain que sur tous vos sites internet, vous avez les mentions légales, des conditions générales de vente ou d'utilisation, peu importe, qu'elles sont toutes nickel, qu'elles font toutes référence au RGPD et aux politiques de confidentialité et aux droits d'auteur que vous utilisez, etc.
Bon, ceux qui n'en ont pas, au moins, vous n'avez pas le second ennemi du sujet, c'est le joli copier-coller. Juste comme ça, en fait, les mentions légales, c'est plus compliqué, mais des conditions générales, il y a quelqu'un qui a travaillé dessus pour les faire. Que ce soit en interne, que ce soit par un conseil, peu importe, il y a du boulot et ça a une valeur. Vous arrivez tranquille, vous faites un copier-coller. Bon, alors après, vous pouvez l'appeler plagiat, vous pouvez l'appeler contrefaçon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'en est, très clairement, parce qu'il y a du boulot. Alors après, on va apprécier, est-ce que c'est vraiment... le copier-coller, sans même changer le nom de la société dans les mentions légales, ni le RCS, non mais je vous vois sourire, mais je l'ai vu. Et pas qu'une fois. Et même chez des gros éditeurs de sites web, notamment chez les avocats, qui fournissent du site, et derrière les mentions légales, c'est les mêmes pour tout le monde. Oui, mais moi, vous m'avez fourni une prestation, vous m'avez fourni la rédaction des conditions générales, donc techniquement, j'ai une licence de droit d'auteur dessus, qui vient de chez vous. Mais vous les filez de la même façon à tout le monde. Donc pourquoi je paierais 100 € alors que en fait, vous avez démultiplié et qu'aujourd'hui, vous avez largement amorti la chose et que ça devrait être un prix réduit. Donc c'est là aussi où il faut négocier sur ce genre de petits points de détail. Alors j'évoquais le droit d'auteur, et notamment en référence à mes légendes urbaines. La notion des 7 erreurs, ouais, c'est une légende urbaine. On n'est pas du tout dans cet esprit-là de dire que, alors si je reprends mes conditions générales, même si c'est un peu plus compliqué à apprécier que si c'était un modèle ou un dessin, je ne vais pas aller chercher les 7 erreurs dans les conditions générales. Je vais aller chercher si l'impression d'ensemble me fait penser que c'est la même chose. Imaginons quelqu'un qui fasse, alors comme ça avait été le cas il y a quelques années de certaines sociétés, qui voulaient rendre ludiques ou amusantes les conditions générales. Alors moi, le concept, je l'aimais bien, et j'avoue que quand un de mes clients m'a demandé de faire des conditions générales qu'on aurait envie de lire, alors je me suis éclaté. Tout était là, même si par sécurité, il y avait une sorte de backup de voilà, on vous le présente de manière ludique, vous avez le texte derrière qui viendra poser les principes même, parce qu'il y a certaines choses, non pas qu'on ne peut pas les rendre ludiques, mais si je vous dis que le tribunal compétent, c'est celui de Paris, de Versailles ou de Reims, faire ça en version sexy, sauf à trouver vraiment un élément qui soit fédérateur de la ville concernée, mais c'est pas forcément facile. Mais tout le reste, c'est pourquoi j'utilise vos données, qu'est-ce que j'en fais. Et on le voit dans plusieurs aujourd'hui plateformes, présentent quelque chose de simple, voire simpliste, en espérant se couvrir de toutes les choses qu'ils auraient cachées, qu'ils n'auraient pas dites. Mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, il y a une autre chose, c'est vous-même. En fait, là, j'étais en train de parler du vous copier, mais qui vous dit que personne n'a copié ce que vous avez fait? Peut-être que vous pourrez leur taper sur les doigts. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être méchant, mais à la rigueur, vous avez investi un peu d'argent ou du temps. Il est normal, derrière, qu'on puisse vous rétribuer sur ce que vous avez investi. Ça ne paraît pas choquant en soi. Ou vous avez simplement fait faire des photos diverses et variées que vous avez mis sur votre site, quelqu'un trouve ça super parce qu'elle est jolie, il la prend, il la met sur son site. Vous avez payé 2000 balles pour avoir les photos de ce photographe, et lui, rien. Il a fait un CTRL-C, CTRL-V peut-être, ou il a même fait un glisser-déposer sans se poser plus de questions. Ça lui a pris 1/1000 de seconde, et vous, ça vous a pris du temps et de l'argent. Donc prenez-le aussi, j'allais dire, inversez-le. Donc c'est pour ça, quand je disais, pourquoi tout ça, en fait, que ce soit le RGPD, que ce soit les conditions générales, en fait, c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous protéger, en réalité. Vous ne mettez pas de conditions générales. Vous faites un boulot pour quelqu'un, et après, il vient dire, ouais, mais c'était pas si bien fait que ça. Si, on a fait c'était comme on avait dit qu'on ferait. Ouais, on avait dit qu'on ferait, moi je me souviens pas. Mais si, je te promets, on en a discuté, c'était au téléphone, ouais. Moi j'ai envie de récupérer, j'ai investi X pour faire le travail et je vais essayer de négocier une ristourne dessus, 50%, 60%, voire même dire non seulement je paye pas et je vais être remboursé, mais en plus je vais de dommages et intérêts parce que j'ai perdu du temps.
Et si vous avez écrit noir sur blanc toutes les choses, bah, ce temps, entre guillemets, perdu au départ, qui va essayer de couvrir l'ensemble des situations, bah, fait que vous êtes tranquille. Parce que s'il vient pinailler, attends, je t'ai dit que mon référencement naturel, par exemple, je peux le faire de telle façon, je ferai tant d'articles, je ferai tant de backlinks, je ferai peu importe quoi, mais j'ai expliqué exactement ce que je faisais. Alors soit je ne l'ai pas fait, auquel cas, ben, j'ai pas fait. Hein. Mais si j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire, on ne peut pas venir me reprocher que ça ne marche pas. Je l'ai fait au mieux selon les règles de l'art. Et l'autre, derrière, ben, il aura plus de mal à venir vous embêter. Je ne dis pas qu'il ne laissera pas, hein. Mais une fois que ça sera mis clairement en disant, écoute, voilà, j'avais dit ça, c'est écrit, j'avais dit ça, c'est écrit, j'ai fait ce que j'avais écrit, et en plus tu étais d'accord et tu as signé, on est tranquille. Allez, parce que je sens que je vais me faire taper sur les doigts. L'appel des sirènes, ce que je vais évoquer comme dernier point. C'est tout ce qu'on peut voir, alors j'allais dire qui est, encore une fois, hein, pensez toujours dans ce que je dis dans les deux sens, c'est-à-dire prestataire de service ou client. Le référencement naturel, ok, très bien, donc vous fournissez une prestation dans ce sens-là, mais vous allez, par inadvertance, utiliser des marques d'un tiers. Si vous n'y pensez pas, vous allez recevoir une lettre de réclamation. Oh, bah, désolé, on va changer. Ouais, mais moi, je ne suis pas juste désolé parce que vous avez généré tant de trafic. Ou en plus, c'était dans un site qui avait comment dire, à caractère sexuel, par exemple. Ça ne plaît pas du tout à mon image de marque. Donc, je veux être dédommagé de l'atteinte à l'image que vous avez portée sur ma marque. Pourquoi s'embêter avec tout ça? Alors qu'il suffit, quelque part, de simplement vérifier. Alors vous allez me dire, ouais, mais on doit aller vite. Oui, mais vitesse et précipitation, et je ne vous fais pas la suite. Ensuite, la génération, par exemple, automatique de texte. Parce que, alors je mets bien des guillemets sur l'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est certainement artificiel, intelligent, je ne suis pas certain. Je génère quelque chose. Ok, c'est pas moi qui l'ai généré, donc à la rigueur, le droit d'auteur, c'est peut-être l'ordinateur qui l'aura. Maintenant, si je n'ai pas pris les précautions en amont pour m'assurer qu'en fait mon intelligence artificielle ne fasse pas une sorte de copier-coller réadapté, ben c'est moi qui serai en faute parce que on ne va pas aller chercher l'ordinateur pour la signer, on va assigner la société qui a généré et qui a produit la chose. Et je peux être contrefacteur de droit d'auteur. Donc il y a toujours derrière nous, enfin, je ne voudrais pas dire épée de Damoclès, même si je viens de le dire, mais ce n'est pas une peur qu'on doit avoir, c'est simplement une règle. On sait que un feu rouge, on s'arrête, que s'il y a un piéton qui va traverser, on essaye de ne pas l'écraser. Je vais pas, je sais pas, enfin, on peut imaginer 50 millions de choses, mais c'est simplement des règles, j'allais dire des règles saines de vie qui permettent justement de rester en vie, hein, tout simplement. Aussi sur la récupération de données personnelles, par exemple, si on prend d'autres sujets, c'est bon, j'ai piqué 2-3 trucs. Non, mais je suis allé sur... non, ouais, j'ai un peu aspiré. Ouais, mais enfin, c'était léger, j'ai retravaillé tout le truc. Oui, j'ai retravaillé, mais retravaillé quelque chose où je n'ai fait aucun effort, que ce soit financier ou en temps, de le récupérer. Ou je l'ai volé, parce que on m'a envoyé des CV, bah, j'ai gardé les données des CV. Oui, oui, mais non. C'est-à-dire qu'on a un intérêt légitime à conserver cette donnée sur les CV, parce que ça a candidaté, il faut bien que je puisse échanger. Mais de dire, ben voilà, je garde les données pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, un délai raisonnable, et je supprime ensuite. Parce que moi, à la rigueur, une fois tous les CV, tiens, ça peut être aussi potentiellement des clients, ça peut être, on peut les balancer, on refait une base de données de contact, et on la commercialise. En réalité, j'avais pas le consentement, j'avais pas tout ça, enfin c'est juste un nid à ennui. Vous avez vu, j'ai réussi à rester politiquement correct. Dernier petit sujet, le NFT. Alors, je lance le sujet. Est-ce que c'est du marketing? Je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Est-ce qu'il y a des risques? Dans quel sens, je ne sais pas. Vous voyez à quel point je suis désabusé du sujet. C'est quoi les NFT? Parlons pas de technique, parlons pas de tout ça. C'est un autre support d'une chose. C'est une validation d'une propriété de quelque chose. C'est une unicité. Mais en réalité, il n'y a pas de problème juridique.
Quand je dis qu'il n'y a pas de problème juridique, ça veut dire qu'il n'y a pas de vide juridique en tant que tel, même si tout le monde essaye d'en trouver et d'en chercher. Mais en réalité, on a quoi? Imaginons que je reproduise une œuvre en digital qui sera sous un NFT. Ouais, elle est unique, mais est-ce que j'ai le droit de reproduire l'œuvre de base? Tout simplement. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou me dire attention, le NFT c'est quelque chose de différent. Non, ça n'a rien de différent. Le droit de la propriété intellectuelle pose un principe simple, c'est que je n'ai pas le droit de reproduire l'œuvre d'un tiers sans son accord. On ne peut pas être plus clair. Et d'essayer de faire systématiquement un millefeuille législatif pour des lois que personnellement je nomme de lois marketing, comme il interdit de téléphoner au volant. Oui, ok, on fait une loi sur il interdit de téléphoner au volant, super. Le code de la route dit depuis des siècles, en exagérant un petit peu, qu'on doit toujours garder le contrôle de son véhicule. Donc téléphoner, c'est logique que ce soit interdit. On n'a pas besoin d'avoir une loi pour le téléphone. De même qu'on est censé ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas allumer la radio quand on est dans son véhicule. J'ai pas besoin de loi à chaque fois, mais le texte est suffisamment large et suffisamment explicite pour qu'on n'ait pas cette problématique. Donc aujourd'hui, le NFT, est-ce qu'on est obligé de chercher une meilleure protection? Pas certain. Est-ce qu'on est obligé de dire qu'il y a un risque? Et là, on revient sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur cette communication de la peur. Combien de fois je vois il faut penser à déposer sa marque dans telle et telle classe parce que les NFT, c'est pas ce que vous faites habituellement. En fait, si je ne le fais pas habituellement, ça veut dire que ce n'est pas mon produit, donc le NFT peut très bien se faire parce que j'ai le droit de faire des NFT qui ne sont pas autre chose, et donc avoir une marque qui correspondrait à autre chose. Et je reprends un exemple qu'on aura tous entendu. On connaît tous les crèmes dessert Montblanc, les stylos Montblanc, les eaux Montblanc. Et je pourrais très bien avoir une société qui produit du NFT ou qui fait du NFT pour des prestations de services en NFT qui s'appellerait Montblanc. C'est pas gênant. Parce que toutes ces marques coexistent, parce qu'elles ne sont pas dans le même domaine d'activité. Je peux vous en prendre plein. Hein. Lotus, il y a des véhicules, il y a du papier toilette, pour ne pas dire du PQ, et il y a des spéculoos. Et ça s'appelle tous Lotus. Ça gêne personne. Donc cette notion de NFT, moi j'aime bien parce que c'est marrant, c'est rigolo. Il y a d'autres enjeux juridiques, il y a notamment tout ce qui va être généré derrière sur les contrats, le smart contract, la blockchain, etc., qui sont liés à ça. Mais c'est des domaines juridiques intéressants. Mais essayer de coller des choses préexistantes et de dire qu'en fait ça couvre rien, me semble pas être la bonne approche. En ayant réussi à ne pas respecter mon timing, je conclurai en disant qu'effectivement le juridique, c'est pas automatique en tant que tel, ça reste ludique, j'espère que j'ai pu vous le démontrer. Le droit, est-ce que c'est un empêcheur de tourner en rond? Clairement pas, et je vous ai expliqué pourquoi. C'est simplement, justement, c'est presque plus une possibilité de mettre de l'huile dans un engrenage pour qu'il soit bien fluide. Et si on le prend comme ça, on perçoit la chose autrement. Des légendes urbaines, il y en a des tonnes, il suffit de se poser des bonnes questions et de revenir aux fondamentaux. La communication par la peur, alors oui, elle existe, mais non, je ne pense pas qu'elle soit bénéfique et positive à la fin, justement, parce qu'elle trompe le client ou l'utilisateur et qui aura une mauvaise image. Et quand il commence à le comprendre, c'est là où on perd. Alors effectivement, on a fait du one-shot, ou en tout cas du très court terme, on peut avoir quelque chose, mais on n'arrivera pas à une situation qui est suffisamment pérenne pour être cohérente.